en plateau en direct à Paris, en direct alors nous ici à Paris, nous avec quelques intervenants, d'autres intervenants seront en distance, et puis vous, où que vous soyez, c'est la magie de l'hybride également, où que vous soyez, vous vous rendez compte, vous soyez au bureau, à la maison, dans le bus, où vous voulez, vous pouvez suivre toute cette journée. Alors, on va pendant maintenant plus d'une heure questionner les compétences qu'il convient de mobiliser dans l'enseignement général et professionnel. On va voir qu'il ne s'agit pas seulement de savoir scientifique, mais aussi de parvenir à développer une vision systémique chez les élèves pour habiter la Terre, comme le dit si bien l'une de nos invitées de cette nouvelle session, Corinne Pelluchon. Cette vision mobilise des savoirs à la fois très différents, très complémentaires. On parle là de physique, de chimie, d'économie, mais aussi de politique, de sociologie, de sciences du vivant. C'est très dangereux de faire des listes parce qu'évidemment, on va en oublier. D'environnement, et puis aussi toutes les dimensions éthiques, les dimensions morales nécessaires au développement de l'esprit critique, au développement du discernement. Pour en parler ensemble en un peu plus d'une heure, Éric Guilliardi, bonjour. Rebonjour. Bonjour, rebonjour. Alors, Éric Guilliardi, directeur de recherche CNRS au laboratoire d'océanographie et du climat et président du conseil scientifique de Météo Climat. Guillaume Lecointre, bonjour. Bonjour. Vous êtes professeur du Muséum national d'histoire naturelle et conseiller scientifique du président. Béatrice Salvia, bonjour. Vous êtes biologiste, membre du conseil supérieur des programmes. Corinne Pelluchon, bonjour. Bonjour. Vous êtes philosophe, professeur à l'université Gustave Eiffel. Et enfin, Marianne Wojcik, inspectrice pédagogique régionale de sciences de la vie de la Terre, Académie de Nancy-Metz. Bonjour. Bonjour. Alors, en si peu de temps, on doit aborder très très vite le sujet. Et bien sûr, posez vos questions tout au long de cette séquence, parce qu'on va garder quelques temps à la fin pour faire des questions courtes, réponses courtes. Corinne Pelluchon, j'ai envie de me tourner vers vous pour démarrer vraiment cette phase. Savoir et enjeu éducatif, c'est le thème, mais le savoir, ce n'est pas qu'un enjeu de connaissance, n'est-ce pas ? Non, en effet, le savoir, en tout cas, ce n'est pas seulement un enjeu d'information. Il faut les métaboliser et les transformer en connaissances, qui suppose les articuler et peut-être en sagesse. Et surtout, il y a quand même un impact des connaissances sur le vivant et les interactions entre les vivants. Il y a un impact de ces connaissances sur les individus, sur leur manière de se percevoir, de penser, leur responsabilité à l'égard des autres, humains et non humains. Donc, il y a tout un travail de transformation de soi. La rationalité, la raison, les connaissances scientifiques accompagnent et sont la clé de ce travail qui doit s'appuyer sur des données, mais il y a non seulement un effort de discernement, de réflexion critique, mais aussi l'acceptation d'une transformation intérieure, même on peut dire, qui engage une sorte de remise en question, parfois des dualismes. Et pour prendre un exemple, c'est vrai que les connaissances biologiques, les connaissances sur le vivant insistent sur nos interdépendances à l'égard des autres vivants et des milieux, et cela rompt un peu avec l'habitude que nous avons eue de nous penser comme un empire, dans un empire, comme un despote qui aurait une maîtrise du vivant. Enfin, il y a aussi l'idée, et l'évolution c'est cela, d'un tissu du vivant qui est dynamique et pas statique, qui n'est pas toujours d'ailleurs harmonieux. Et ça aussi, c'est un effort parce qu'il y a des obstacles à cette compréhension-là, et donc c'est tout cela, le travail de connaissance doit prendre en compte tous ces divers éléments. Merci Corinne Pelluchon. Éric Guilliardi, je me tourne vers vous. C'est quand même particulièrement complexe d'enseigner la science du climat. Comment fait-on, comment s'enseigne plutôt la science du climat et surtout la complexité de la science du climat ? Alors effectivement, les sciences du climat sont complexes, elles sont fortement pluridisciplinaires, on l'a déjà dit, on va le redire tout au long de la journée. Alors je vais me tenter une liste, hein, mais aussi il y a de la physique, de la chimie, de la biologie, des maths, de l'informatique, de l'ingénierie, des humanités, de l'économie, de l'histoire, de la géographie, philosophie, et 3 petits points bien sûr. Donc ça c'est vraiment important, ça a été dit. Maintenant, si on vient sur le domaine qui est le mien, c'est-à-dire les sciences du climat, il y a aussi des notions d'échelle. D'échelle de temps et d'espace. Alors, ce n'est pas une échelle où on grimpe, hein, c'est plutôt si on se place sur une cartographie, puisque l'enseignement, c'est peut-être un peu accompagner des jeunes à faire une cartographie des savoirs et de leur environnement. Et donc, souvent, quand on rentre sur un territoire nouveau, on voit ce qui est juste autour de nous. Et on peut rentrer par une autre porte, on voit un autre endroit local. Et en fait, le climat, c'est de prendre un peu de distance par rapport à cette carte, de monter en altitude pour voir l'ensemble de la carte, comment tout est lié, comment tout se correspond. Alors,
c'est cette vision systémique dont on parle, c'est-à-dire que c'est vraiment articuler tous ces savoirs. Et elle est, je pense, absolument essentielle pour ne pas réduire les enjeux, le savoir, à quelques indicateurs étroits. On parle beaucoup du CO2, mais il n'y a pas que le CO2. Dans la biodiversité, ce n'est pas une espèce emblématique, etc. Donc, je pense que cette vision, elle est vraiment importante. Alors, effectivement, ça peut être un peu intimidant pour les enseignants de s'emparer. Donc, moi, je dirais pas de panique. On sait articuler les savoirs, construire peu à peu tout au long de la scolarité. Alors, c'est le travail des programmes scolaires dont on reparlera. Mais ces notions se construisent peu à peu dans le parcours. Donc, on les maîtrise, il y a beaucoup de maîtrise de ces savoirs. Et maintenant, tout l'enjeu, c'est de transférer cette maîtrise des savoirs en parcours éducatif. C'est vraiment là au cœur de ce dont on parle. Et alors, je me tourne vers vous, Béatrice Salvia Desbaux, je me tourne vers vous à distance. Éric Giliardi dit pas de panique, les choses se font. Mais j'ai envie de vous poser cette question, comment on enseigne la science du climat? Comment enseigner cette connaissance? Alors, on va juste remettre le son, c'est classique. On fait tous des visios après tout. Voilà, on est en train de remettre votre son. Le son arrive. Donc, comme vous le savez, eh bien, pour enseigner la jeunesse, les professeurs du premier et du second degré se réfèrent à des programmes. Ces programmes, ils sont élaborés par des instances, par des personnes, et ces programmes, eh bien, ils servent de repère pour donner une assise scientifique progressive et consolidée aux projets éducatifs menés à l'initiative des établissements et aux actions conduites dans le cadre du développement durable dont vous a parlé tout à l'heure Monique Dupuis, pour proposer des enseignements qui soient plus explicites, plus précis, plus complets et ménager des étapes dans les acquisitions et les apprentissages, et aussi construire une base scientifique renforcée tout au long du parcours de l'élève. Donc le Conseil supérieur des programmes auquel je participe, d'ailleurs, je viens de quitter une réunion ce matin un petit peu à l'avance pour être parmi vous maintenant. Eh bien, ce conseil a publié en 2019, sur saisine du ministre de l'Éducation, une note d'orientation et de proposition pour le renforcement des enseignements relatifs au changement climatique, à la biodiversité et au développement durable pour les cycles 1, 2, 3 et 4, donc pour la scolarité obligatoire. Alors, il se trouve que dans le chat tout à l'heure, tout en suivant ma réunion à distance, et c'est l'avantage, j'ai pu voir une question qui m'a semblé intéressante, qui demandait de la part, sans doute, d'un enseignant du lycée agricole d'Aurillac, d'une enseignante, pardon, Pauline, quel était l'intérêt d'enseigner un meilleur rapport au vivant. Non, pardon, que l'intérêt d'enseigner un meilleur rapport au vivant était évident, mais comment pouvait-on l'intégrer dans les programmes? Était-ce au détriment du français et des maths, ou bien était-ce intégré dans chaque matière? Eh bien, le choix que nous avions fait, et suite à l'audition d'un grand nombre de spécialistes du climat, a été justement d'essayer d'intégrer ces enseignements dans toutes les disciplines de la scolarité obligatoire, et donc de faire évoluer ces programmes. Les recommandations et les indications que nous avions proposées se trouvent d'ailleurs reprises dans le Vademecum dont a parlé Monique Dupuis tout à l'heure, qui concerne l'agenda 2030 pour le DD. Voilà, et ces éléments, on peut les retrouver effectivement sur le site météoclimat.fr. Exactement, et sinon vous pouvez aller aussi sur le site Conseil supérieur des programmes du ministère de l'Éducation nationale, où vous avez tout le détail de cette note qui proposait justement des parcours au cours de la scolarité fondés sur 5 fils verts qui étaient les éléments d'Empédocle, dont Michel Serres d'ailleurs avait repris dans sa nouvelle préface en 2018 du contrat naturel, écrit lui dans les années 90, qui sont donc évidemment, vous le savez, l'eau, la terre, le feu,
Et donc, on rajoutait aussi le vivant. Et ainsi, tout au long de sa scolarité, un enfant pouvait, dans toutes ces disciplines, avoir une vision de ce développement durable. Et il n'était évidemment pas question dès la maternelle d'enseigner le climat sans avoir perçu tout ce que pouvait être une dimension de temps et d'espace, mais tout d'abord, évidemment, d'apporter aux enfants cette confiance, ce sentiment de bien-être qu'il peut ressentir dans la nature, qu'il peut être amené à ressentir avec un animal domestique, un arbre. Merci Béatrice Salvia. On va s'intéresser justement de près maintenant au contenu de l'enseignement. Et je me tourne pour cela vers Marianne Wojcik. Je rappelle, Marianne Wojcik, vous êtes inspectrice pédagogique régionale de sciences de la vie et de la terre à l'Académie de Nancy-Metz. Je voudrais qu'on parle de sciences et vie de la terre, justement, vraiment, de cet enseignement, Marianne Wojcik. Quelle est la démarche qui sous-tend cet enseignement? Alors, avant de vous répondre, je corrige quand même. Nous sommes les sciences de la vie et de la terre. Oui, pardonnez-moi. Voilà. Mais vous faites bien. Je ne sais pas. Voilà. On entend souvent sciences et vie de la terre. Or, il me semble que dans nos sciences, on n'est pas là pour vulgariser comme certains magazines qui pourraient ressembler à votre intitulé. C'est mon côté grand public, pardon. Voilà. Non, mais ceci dit, cette erreur est souvent véhiculée, pas seulement par le grand public. Alors, pour ce qui est des démarches de l'enseignement des SVT, je vais rester dans l'enseignement des SVT, j'allais dire que le fondement de notre discipline, et ça a été dit plusieurs fois, c'est vraiment de former les élèves à la démarche scientifique. Alors, on en a beaucoup parlé ce matin, l'ensemble de nos programmes s'appuie sur cette démarche scientifique, que les élèves progressivement apprennent à maîtriser, dont ils apprennent à maîtriser les différentes étapes, et ce très très tôt, parce que alors, SVT, je vais commencer au cycle 3, mais si on a un regard encore antérieur, parce que j'ai vu que dans le chat également, j'ai un peu regardé le chat, il y avait des questions également sur les très jeunes, les élèves en maternelle, le cycle 1, etc. Eh bien, cette démarche scientifique, elle se construit progressivement parce que dès les premiers programmes, on apprend aux élèves à regarder, à observer. C'est vraiment le fondement de cette démarche scientifique qui va se construire et s'élaborer principalement à partir du cycle 4, c'est-à-dire de la 5e jusqu'à la fin du collège. Qui dit démarche scientifique dit une certaine rigueur dans le raisonnement, poser des hypothèses, avoir un raisonnement rigoureux pour pouvoir les valider ou les invalider. Qui dit démarche scientifique dit aussi donc formation à l'esprit critique, parce que personnellement, je ne conçois pas une formation à l'esprit critique, une formation à la démarche scientifique qui ne passe pas par une formation à l'esprit critique. Et ça se fait au détour des fondamentaux de notre discipline, dans des démarches de classe qui peuvent être des démarches assez classiques. Valérie Masson-Delmotte citait des expériences qu'on peut faire vivre aux élèves et interpréter et critiquer aux élèves, mais également au détour d'interaction avec d'autres disciplines. On est clairement une discipline qui est à l'interface d'un travail pluri- ou interdisciplinaire, notamment dans le cadre de l'éducation aux médias et à l'information. On a beaucoup parlé d'EDD, mais je pense que l'EMI est également très, très importante dans nos disciplines, et on croise très souvent dans les établissements les apports SVT avec les apports d'autres disciplines, des humanités ou de la technologie, dans ce cadre-là. Alors, en termes de démarche ou en termes peut-être de pratique de classe, que ce soit au collège ou au lycée, nos programmes nous permettent de former les élèves, par exemple, au débat argumenté, à l'argumentation en général, pouvoir être progressivement, quand on est un élève, être capable de dire cet argument-là est recevable,
parce qu'il est scientifiquement étayé, et ça nous ramène à tout ce que Valérie Masson-Delmotte a évoqué, hein, sur les écrits du GIEC, par exemple. Eh bien, cette formation au débat, cette formation à l'argumentation est vraiment au cœur de nos enseignements. Alors, j'ai un peu parlé du collège, le temps m'est compté, donc je vais aller tout de suite à la fin du lycée, par exemple. Actuellement, dans le cadre de la formation des élèves au grand débat, au grand oral, hein, qui s'annonce et qui fait parler beaucoup dans les médias, par exemple, ce grand oral, eh bien pour les élèves qui ont choisi l'enseignement de spécialité en SVT, beaucoup choisissent des questions liées au climat. Beaucoup choisissent des questions socialement vives liées au climat. Et ces questions qu'ils vont pouvoir développer devant leur jury sont particulièrement porteuses parce qu'elles leur permettent de montrer en quoi ils ont vraiment acquis ces compétences de pratique de raisonnement scientifique et en quoi ils vont pouvoir se positionner face aux fake news, par exemple, qui inondent les réseaux sociaux. Faire de la science, c'est justement ne pas tomber dans tous les travers actuels véhiculés par les médias ou par les réseaux sociaux. Et puis, juste, je dis 2 mots, mais je sais qu'on va un dernier mot, passer mon temps. Oui. Des pratiques en classe qu'on a déjà évoquées, sur lesquelles on pourra peut-être revenir dans les questions. Énormément de projets pédagogiques qui se développent. Par exemple, dans le cadre des EPI au collège, des enseignements pratiques interdisciplinaires qui permettent aux élèves de développer des projets plus ou moins ambitieux, hein, de projets très modestes en classe, dans leur environnement proche, à des projets beaucoup plus ambitieux qui peuvent aller sur les aires terrestres éducatives ou ce genre de champs. Voilà. Merci à vous. Guillaume Lecointre, quand nous nous sommes parlé il y a une petite semaine, vous me parliez de cette distinction qui était vraiment fondamentale à faire entre les différents savoirs. Et vous me disiez également, et je l'ai noté, une démocratie n'est possible que si les citoyens partagent une même vision du monde. Un socle commun, on va dire, un minimum de vision commune, oui. Je rebondis sur ce que vient de dire Marianne et puis aussi d'ailleurs sur ce qu'a dit Corinne, puisqu'il s'agit d'enseigner des contenus scientifiques, que ces contenus doivent être métabolisés, nous a dit Corinne, et en effet quand il est métabolisé ce contenu, il rencontre des assertions qui sont déjà présentes chez l'élève, et donc faut mettre tout ça en cohérence, et parfois ça coince, il arrive que ça coince. Et dans l'esprit de l'élève, eh bien, la distinction n'est pas toujours acquise, et c'est bien normal, entre ce qui relève d'une opinion, ce qui relève d'une croyance, et ce qui relève d'un savoir, voire même d'une croyance religieuse. Qu'on enseigne des sciences du climat ou les sciences de l'évolution, les enseignants sont confrontés à ces distinctions d'ordre cognitif. Et Marianne parlait d'EPI, il existe sur le terrain, avec des élèves de 4e, des EPI, dont le but précisément est de faire émerger d'un collectif de classe, avec des critères simples, faire émerger ce qui relève du savoir, ce qui relève de la croyance, ce qui relèverait de la croyance religieuse et ce qui relèverait de l'opinion. Et cette distinction, vous pensez bien qu'elle intéresse directement les sciences du climat, parce que les élèves entendent des discours qui relativisent les problèmes climatiques que nous avons aujourd'hui et à l'avenir, que nous aurons à l'avenir. Est-ce que ces discours qui amenuisent, qui atténuent en quelque sorte la gravité de l'événement qui se prépare pour le siècle prochain, est-ce que ces discours relèvent typiquement de discours scientifiques, est-ce qu'ils sont fondés scientifiquement? De même pour l'évolution biologique, comment protéger la biodiversité sans comprendre comment elle évolue dans sa dynamique de long terme. Et là aussi, cette évolution biologique, vous le savez bien, elle rencontre des obstacles qui viennent, disons-le franchement, qui viennent de l'héritage monothéiste des élèves. Et donc il faut pouvoir le gérer tout en préservant l'intégrité du contenu scientifique, et sur un terrain qui est à la fois politique, puisque l'espace scolaire est un espace politique,
C'est là que le citoyen de demain va profiter du socle commun dont nous parlions au téléphone, ce socle commun qui fait qu'une démocratie est possible. S'il y en a pour qui la Terre est plate, d'autres pour qui les vaccins sont nocifs, d'autres encore pour qui les transfusions sanguines sont forcément problématiques, on va avoir du mal à bénéficier d'une médecine fondée sur un collectif sanitaire cohérent. Voilà, donc l'essence de la vie et de la Terre contribue à cette citoyenneté dont nous parlons, et nous amène, là où Marianne l'indiquait aussi, nous amène à des considérations d'ordre, j'ai envie de dire, épistémologique et cognitive. Qu'est-ce que la science dit? Qu'est-ce qu'elle ne dit pas? Comment elle le dit? Et d'ordre politique, il y a bien un jour où, à l'école française, on a décidé d'enseigner de la science. C'est-à-dire qu'en fait, même ça, c'est pas, j'ai envie de dire, ça tombe pas du ciel. Ça date de la Révolution fondatrice de la Première République française. Les savoirs sont au cœur des contenus de l'espace scolaire et non des opinions individuelles, même si elles peuvent être débattues, mais c'est pas l'opinion qui est prioritaire en tant que contenu. Ni des croyances religieuses, comme c'était peut-être le cas sous l'Ancien Régime. En France, c'est pas comme ça que ça se passe. En France, voilà, on a un espace scolaire doublement défini par une approche politique et une approche cognitive. Et cette règle du jeu, finalement, qu'il est sain de rappeler aux élèves, parce qu'ils savent où ils mettent les pieds. Ça cadre, on va dire. C'est un cadre, et justement, Éric Giliardi, je me tourne vers vous, il faut forcément mettre en place un cadre qui rassure un peu tout le monde aussi. Un cadre avec la communauté scientifique, un cadre avec les enseignants, un cadre avec les élèves. Comment on fait? Alors, oui, c'est un défi parce qu'en même temps, chacun doit apporter sa compétence et pas aller au-delà. C'est vraiment l'enjeu est là. Et si je parle, moi, voilà, je suis scientifique, donc quel est le rôle du scientifique dans cette construction commune? Comme le disait très bien Valérie, d'abord, c'est traduire des connaissances établies, comme ce qu'on a dans les rapports du GIEC, ce qu'on fait à travers l'action de l'OCE, l'Office for Climate Education, pour l'éducation au climat. C'est donc de permettre au système éducatif, en co-construction, de fournir ses ressources et de la formation. Et pour moi, scientifique, ça me permet de... Parce que bon, on est beaucoup allés dans les classes de nos enfants ou d'être invités. Et en fait, on se rend assez compte vite de nos limites. Et donc, pour professionnaliser, rendre pertinent et durable mon engagement de scientifique auprès des jeunes, c'est de travailler pour une structure comme l'OCE et avec des enseignants, c'est absolument fondamental. Donc, c'est un exemple, mais chacun arrive en fait avec son expertise et il faut travailler ensemble. Je pense aussi ce qu'on peut aider à faire en tant que scientifique auprès des enseignants et de tout le monde, c'est aider à définir les termes. Distinguer ce qui est une définition scientifique, quand on parle de l'effet de serre, d'un écosystème, de ce qu'il n'en a pas. Par exemple, les limites planétaires, on l'entend beaucoup, ou l'habitabilité, ce ne sont pas des termes scientifiques. Donc, il ne s'agit pas de juger si ces termes peuvent avoir un sens pour la société, pour la politique, mais juste d'apporter une expertise, ou alors, très simplement, de distinguer la météo du climat. Il y a souvent une confusion d'échelle qui, du coup, en termes de connaissances scientifiques, si on a une mauvaise appropriation de cette distinction, on ne va pas comprendre les enjeux climatiques. On va se dire, hier il faisait froid, pourquoi on parle de réchauffement climatique? Donc c'est là aussi, dans cette cartographie dont je parlais tout à l'heure, c'est de donner des éléments aux élèves. Alors bien sûr, ce que disait Guillaume à l'instant, de partager l'esprit scientifique. Là, il y a vraiment un enjeu qui dépasse largement le climat. On le voit pour tout. C'est vraiment... donc cette école d'esprit critique est absolument fondamentale. Et là, on a un rôle en tant que scientifique. Et donc, tout ça pour... et effectivement, on en parlait déjà ce matin. L'idée, c'est d'apporter à l'action, mais plus que à l'action, à développer des capacités à agir. Je pense que c'est vraiment ce que je disais tout à l'heure. Il ne faut pas attendre de l'école que ce soit un parti politique ou une ONG. C'est plutôt de développer les capacités qui va faire qu'ensuite, dans la vie active, on puisse se projeter positivement vers un avenir commun. La capacité vraiment à agir et par le projet concret. Et on l'a vu effectivement avec Valérie Masson-Delmotte notamment tout à l'heure, y compris sur l'école, dans la cour, dans les classes, il y a des choses à faire aussi. Corinne Pelluchon, je vous voyais réagir et puis moi j'ai envie de dire que c'est pas si simple tout ça, parce qu'on est tous des êtres d'émotion et que du coup il y a quand même un équilibre à trouver.
Oui, mais je voudrais quand même d'abord revenir sur la distinction idée-opinion. L'opinion, ce n'est pas tant son contenu qui est problématique, c'est qu'elle ne sait pas quelle est une opinion. Et à l'école, qu'il s'agisse des connaissances dans plusieurs domaines, en histoire, où c'est des interprétations, dans les sciences du vivant, ou même en philosophie, qui est une science humaine, eh bien, on essaie de dépasser les opinions qui sont des points de vue partiaux, et où on n'a pas conscience de voir le monde à travers des lunettes spécifiques. Et donc, il y a une prise de distance, et pour acquérir une qualité de la réflexion qui donc caractérise la démarche scientifique ou les démarches multiples des sciences plus compréhensives, comme celles qui sont liées à l'interprétation. Et là, je voudrais dire que donc c'est important parce que le doute, la méthode sont l'essentiel. Et d'une certaine manière, ce qu'il s'agit d'enseigner aux élèves et aux étudiants plus tard, c'est que le doute, la capacité à réfléchir, à prendre de la distance par rapport à ces adhésions immédiates, eh bien, c'est positif. Même si ça déstabilise, c'est positif car ça enrichit et en plus ça permet de changer aussi de perspective sur le monde. Et là, je voudrais rebondir sur la question du socle commun. Bien sûr, c'est vrai que politiquement, quand il n'y a pas un désir de vivre ensemble, eh bien, le contrat social n'est pas possible puisqu'il est lié aux règles, lesquelles s'appuient sur des promesses, sur aussi une réflexion. D'ailleurs, je renvoie ici au grand philosophe Paul Ricoeur qui a développé ça. Mais c'est important de voir que les idées, il y a un conflit des interprétations, que s'il s'agisse des sciences humaines, philosophie, de l'histoire, ou évidemment des sciences aussi du climat, où il y a des controverses. Et donc, il ne faut pas penser que nous donnons des nouveaux dogmes ou de nouvelles certitudes. Nous essayons de donner aux personnes les moyens de s'approprier ce qui est considéré à un moment en sciences comme étant un socle de connaissances solides, qui pourront d'ailleurs être falsifiés, qui pourront évoluer. Donc il y a la possibilité d'organiser ces controverses et ça s'oppose, donc cette controverse-là ou ces controverses sont importantes, chacun s'en empare, mais ça s'oppose effectivement au chaos des opinions qui ne se connaissent pas comme opinions et qui sont liées à l'irrationalité, qui sont liées aussi à des humeurs. Donc quand vous parliez d'émotions, oui, mais la rationalité n'est pas contraire aux émotions, sauf que la rationalité, c'est une manière de travailler sur parfois ce qui échappe, ce qui est en deçà ou au-delà de la rationalité, mais en tout cas avec toujours une méthode consistant à interpréter. Et je voulais dire pour finir que nous n'avons jamais un accès direct aux choses. Nous passons par le langage. C'est par le langage, par un travail de formulation, de définition, qu'on arrive à s'entendre et à proposer pas à pas justement des connaissances qui font, à défaut de faire système, du moins s'organisent ensemble. Donc c'est tout un travail et encore une fois, je crois que ce qui est très important, c'est de dire que c'est très positif. Et juste pour reprendre la question des émotions, et je finirai par ça, oui, quand on travaille sur le climat, sur les questions écologiques aujourd'hui, ou sur, par exemple, la question animale, bien sûr, il y a des émotions négatives qui accompagnent ces connaissances, car les nouvelles ne sont pas bonnes. Il y a de la colère parfois, il y a une remise en cause difficile émotionnellement, parce qu'on a été éduqué dans un certain nombre de schémas et que parfois les connaissances peuvent heurter, mais justement, le travail, la rationalité, c'est la manière de traverser ces émotions négatives pour les transformer en capacité d'agir, au lieu de justement de tomber dans un irrationalisme où on désigne des coupables, où on s'enferme, encore une fois, où on adhère tellement à ces opinions ou à ces émotions qu'elles nous dominent. Donc c'est en jeu. Qu'est-ce qui est à l'horizon de cela ? Eh bien, un être éclairé, des lumières. Et vous voyez à quel point les connaissances et la liberté vont ensemble. Merci Corinne Pelluchon. Je vais me tourner vers Marianne Wojcik et Guillaume Lecointre. La biodiversité, on peut l'appréhender qu'en appréhendant bien et qu'en comprenant bien la pensée complexe. Donc il faut avoir tout un cadre systémique pour l'affronter et la comprendre. Ça, c'est dans les mots, mais sur le terrain, c'est autre chose. Marianne Wojcik, peut-être ? Alors, sur la biodiversité, singulièrement sur la biodiversité ? Oui. Alors, la biodiversité, oui, je ne sais pas si c'est le point qui fait le plus, le point d'achoppement le plus important dans nos programmes, parce qu'il me semble que les élèves sont très ouverts
à étudier cette biodiversité. Simplement, alors pourquoi ils sont très ouverts? Parce que étudier la biodiversité, c'est avant tout éduquer à l'observation, leur permettre d'observer, d'abord pour les petites classes qui les entourent directement, et puis ensuite on ouvre un petit peu le champ. Donc en général, c'est quelque chose qui est très attrayant et pour lesquels on n'a pas de difficulté dans l'enseignement des SVT à faire passer les notions. Si ce n'est, et là je vais tout de suite renvoyer la balle à Guillaume, si ce n'est que la vision de la biodiversité de la part des élèves est souvent sous forme de la vision d'une collection du vivant autour d'eux. Mais quand on va sur le côté plus complexe de la biodiversité, les différentes échelles de la biodiversité, eh bien là, c'est effectivement plus difficile parce qu'il faut casser des représentations initiales très, très ancrées du fait de l'enseignement que les élèves reçoivent, mais aussi du fait de la culture, de leur culture familiale autour d'eux. Parce que cette vision très fixiste, on va dire, de la biodiversité est très, très ancrée dans la pensée. Et c'est difficile, finalement, quand on décortique un petit peu ces aspects, alors c'est au programme plutôt du lycée, des différentes échelles de la biodiversité. Donc, je vais peut-être laisser Guillaume argumenter un petit peu mieux que moi avec les mots, avec ses mots à lui. Oui, la question de l'échelle est importante, la question de l'échelle géographique aussi est importante. La biodiversité, on peut imaginer l'ours blanc sur la banquise et avoir beaucoup, beaucoup d'empathie, mais beaucoup moins pour le ver de terre ou pour l'insecte à côté. Guillaume Lecointre, oui, il faut embrasser toute la complexité pour comprendre le vivant. Il y a la complexité de l'objet que les sciences essaient d'expliquer et il y a la complexité de la démarche. Et je vais commencer par la complexité de la démarche. Pour beaucoup de nos élèves dans l'espace scolaire, ce n'est pas gagné d'avance cette idée que les sciences ne délivrent pas des vérités validées à jamais. Bien au contraire, il y a un renversement à faire dans l'esprit de l'élève et Corinne a commencé à le dire, c'est que les savoirs sont légitimes du fait même qu'ils sont périmables. C'est-à-dire que ce dont on dispose comme savoir à un moment donné, c'est ce qu'on a de mieux pour le moment. Les scientifiques préfèrent la notion de fiabilité plutôt que la notion de vérité, dont ils se méfient d'ailleurs. Les savoirs dont on dispose ici et maintenant sont les meilleurs disponibles pour le moment, sachant que demain, ça peut changer. Et ça, déjà, c'est une première complexité pour l'élève que je vais dire, ah oui, c'est légitime parce que ça peut changer. Alors que je pensais que c'était légitime parce que bon, c'est vrai, c'est inamovible et ça ne change plus, quoi. Voilà. Donc ça, c'est un premier élément épistémologique de complexité, c'est de se dire, les sciences ne délivrent pas des assertions dogmatiques. Bien au contraire, la dynamique du savoir, c'est une dynamique de remise en cause permanente et collective. Corinne l'a dit. On se sort justement des opinions personnelles comment? Par le collectif des scientifiques qui, en quelque sorte, se confrontent leurs assertions les uns aux autres, puis finissent par aboutir à ce qu'on appelle un consensus collectif d'une profession que les États payent pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance. Donc la démarche scientifique est une démarche, en effet, collective, et elle est rationnelle dans un exercice de remise en cause permanent. Les sciences sont légitimes parce qu'elles sont perpétuellement remise en cause. Ça, c'est le premier niveau de complexité. Alors maintenant, si on s'intéresse à la biodiversité, en effet, on a commencé à parler de la complexité qu'il faut pouvoir aborder. D'abord, celle de l'échelle, je n'y reviens pas, Eric en a parlé. Changement d'échelle, de temps et d'espace pour comprendre ce qui se passe. Ça, c'est une complexité intrinsèque à beaucoup des aspects des sciences de la vie et de la Terre. Alors, il y a climat, il y a biodiversité, il y a dans l'histoire de la Terre, il y a aussi ce genre de complexité qu'il va falloir affronter. Biodiversité. Le deuxième élément qui est scientifique en général, c'est qu'une complexité pour l'élève, c'est de se dire qu'un phénomène n'a pas toujours une seule cause, mais un phénomène peut avoir plusieurs causes simultanées. Vous savez que notre esprit va toujours au plus vite. Il y a quelque chose qui nous inquiète. Bon, on identifie une cause et une cause nous suffit. Et la cause devient presque un bouc émissaire, j'ai envie de dire. Bon, la multicausalité, ça, c'est quelque chose de compliqué aussi à appréhender. Et puis pour finir, la biodiversité. Marianne le disait, en effet, on essaie de lutter contre cette idée que de la biodiversité, ça ne serait qu'un comptage d'une collection d'espèces que l'on détecte dans la nature.
La biodiversité, c'est un concept qui parle bien de ce qu'il y a, c'est-à-dire on va caractériser ce qui existe dans le vivant, mais cette caractérisation, plutôt que d'un comptage d'espèces tel qu'on le faisait avant les années 90, cette caractérisation, elle passe par 3 niveaux essentiels. C'est devenu assez connu maintenant, je vais les rappeler brièvement. Hein. Compter des espèces, oui d'accord, mais pas seulement. Regarder la diversité que recèle chacune des espèces, et en particulier la diversité génétique, ce qui nous extrait du réalisme de l'espèce, un clin d'œil à la philosophie. Justement, les sciences de la vie se sont enfin extraites du réalisme de l'espèce qui était pratiqué au XVIIIe siècle et qui a encore été pratiqué au milieu du XXe siècle. Les espèces sont des conventions de langage posées sur des segments généalogiques. Ces segments, ils sont plus ou moins riches. Il faut regarder ce qu'elle est cette richesse tenue par des segments généalogiques du vivant. Et enfin, le troisième niveau, c'est le niveau des assemblages dans un paysage. Si vous avez un paysage complètement couvert de prairies, vous avez un seul assemblage d'espèces, une seule communauté d'espèces présentes dans ce paysage. Il sera moins biodivers qu'un paysage dans lequel j'aurai une mare, une forêt, une prairie, où là j'ai plusieurs assemblages co-présents dans le même paysage, et ce niveau d'intégration, dire ce qu'il y a, mais dans des combinaisons de communautés d'espèces, et bien ça aussi, ça enrichit le concept de biodiversité. Et j'en termine, parce qu'effectivement, c'est un concept assez compliqué, lui aussi complexe, pardon, on le disait. Il est souvent confondu, malheureusement, avec la notion d'écosystème. L'écosystème, qu'est-ce que c'est? Quand on parle d'écosystème, on parle des relations fonctionnelles dynamiques des organismes entre eux, et des relations entre ces organismes et le milieu abiotique, c'est-à-dire le milieu physico-chimique. En gros, si je résume en 2 mots, quand on parle d'écosystème, on s'intéresse à ce que ça fait, alors que quand on parle de biodiversité, on s'intéresse à ce qu'il y a. Et cette clarté, elle n'est pas toujours retrouvée. D'abord, elle n'était pas tout à fait retrouvée dans la définition initiale de 1986 du terme biodiversité. Et dans les textes que l'on rencontre, que ce soit des textes de loi ou des textes programmatiques pour l'éducation, on trouve, et même dans la bouche des scientifiques aussi d'ailleurs, cette confusion entre ce que ça fait et ce qu'il y a, elle est souvent retrouvée. Et donc, j'ai envie de vous dire, on pourrait presque décomplexifier la biodiversité en remettant, on parlait de l'importance des définitions, vous l'avez dit tous les deux, en remettant ceci dans cet ordre de manière à permettre à comprendre par l'élève que quand on parle de biodiversité, on caractérise ce qu'il y a et d'où ça vient, parce que le d'où ça vient, ça compte aussi, j'entends par l'évolution. Ouais. C'est vrai qu'il faut reconnaître, et ça par les scientifiques c'est fait, aujourd'hui il y a beaucoup de choses qui sont sorties là-dessus. On préserve plus de temps évolutif dans un milieu donné si on prend une espèce rare dont l'enracinement généalogique est très profond, plutôt que sauver, je vous donne une image, 10 espèces qui sont très apparentées entre elles et dont le temps évolutif est très court. En quelque sorte, la part d'histoire de la biodiversité qu'on va préserver dans le premier cas est plus grande que la part d'histoire dans le deuxième cas. Merci. J'aimerais qu'on s'intéresse à une autre complexité, la complexité de l'élaboration des programmes. Béatrice Salvia, je me tourne vers vous du coup maintenant. Est-ce que vous pouvez nous parler, alors en quelques minutes, et je sais que c'est pas évident, mais des 8 étapes de la réflexion du Conseil supérieur des programmes. Comment se font les programmes? Donc les programmes se font sur demande du ministre, qui saisit le Conseil supérieur des programmes pour l'élaboration d'un projet d'enseignement. Puis, ça c'est la première étape. La deuxième étape, eh bien, le CSP instruit la commande, il établit un cahier des charges et organise aussi des auditions. Alors, des auditions justement d'experts du domaine concerné, et en l'occurrence, puisqu'on parle du climat, eh bien, des géologues, des glaciologues, des astrophysiciens, des climatologues, des naturalistes, des paléoclimatologistes, des économistes aussi, des directeurs ou directrices d'agences de la biodiversité, du développement durable et de l'environnement ont été auditionnés et ont donné des pistes de réflexion. Donc c'est l'exemple pour le climat, parce que c'est le sujet aujourd'hui. Et ensuite, troisième étape, un groupe d'experts constitué par le CSP est chargé de concevoir le projet de programme.
Donc, il réfléchit, mène lui aussi des auditions, rédige. Et on arrive à une 4e étape qui est celle pendant laquelle les pilotes du groupe d'experts vont présenter leurs travaux. Souvent, des membres du CSP participent d'ailleurs à ces réunions qui peuvent durer plusieurs semaines et dont vous entendrez peut-être parler cet après-midi, hein, puisque c'est un petit peu la suite. Et des personnes aussi travaillent dans ces groupes ou ont travaillé dans ces groupes, personnes qui interviendront cet après-midi. 5e étape, le CSP va discuter et voter le projet de programme, puis le transmet au ministre et le publie en ligne sur son site internet, enfin sur le site du ministère également. Et à ce moment-là, eh bien, le ministre peut demander une consultation pour vérifier que les programmes ou la proposition de programme correspond bien aux attentes et aux besoins des professeurs, notamment. Et puis peut conserver la proposition ou au contraire l'amender. Et en une 6e étape, le ministre va arrêter ce projet de programme qu'il présente au Conseil supérieur de l'éducation. Par exemple, aujourd'hui, c'est un projet sur la maternelle qui va être présenté au CSE, Conseil supérieur de l'éducation, par le ministre. 7e étape, le ministre va adopter définitivement le projet. Et 8e et dernière étape, le nouveau programme va être publié au journal officiel et au bulletin officiel de l'éducation nationale. Donc, il se passe combien de temps entre la première et la 8e étape? En règle générale, j'imagine que ce n'est pas tout le temps. En règle générale, alors tout dépend, parce que lorsqu'il a été nécessaire de revoir tous les programmes à la lumière du changement climatique, de la biodiversité et du développement durable, ça concernait quand même toutes les disciplines. Donc, il a fallu, on va dire, quand même quelques semaines, mais ça a quand même été assez rapide. Ça peut aller de 6 semaines à 3 mois, on va dire. Mais c'est quand même un travail qui se fait rapidement. D'accord. Et vous avez, au CSP, au Conseil supérieur des programmes, vous avez un rôle consultatif. Oui, le CSP n'a qu'un rôle consultatif, il est force de proposition, mais n'est pas du tout engagé dans la décision. C'est le ministre qui décide. Et le CSE va donner aussi un avis préalable. Donc, c'est un petit peu, on va dire, une instance de réflexion qui réfléchit, mais qui n'a pas du tout vocation à imposer des choses. Merci Béatrice Salvia. Alors, je vais prendre tout de suite une question d'internaute et continuer de poser vos questions. Et d'ailleurs, non, je ne vais pas prendre une question, je vais prendre une illustration et puis après une question, parce que vous êtes nombreux également à témoigner, à donner des idées. Eh bien, continuez. Futur citoyen, point d'interrogation, biodiversifier ses idées sur les chemins du monde et faire voyager ses 5 sens. C'est une jolie définition. Vous voulez réagir ? On n'est pas obligé. Je vais poser la question. Comment faire une place importante à l'apprentissage et à la collaboration lorsque les élèves et étudiants ne sont évalués que sur des notes et des classements? Là, ça nous renvoie à une vision très, très stratégique de l'éducation aussi pour les élèves. Eric, Guillaume ou Marianne Wojcik, peut-être? Je ne sais pas, moi je veux bien juste donner une piste que Monique Dupuis, je crois que c'est Monique qui en a parlé, a déjà évoqué, c'est-à-dire que certes on est dans un système très duré par des notes, et une note on sait bien que ça ne sert qu'à une chose, à classer les élèves, c'est très français ça, on est quand même là-dedans. N'empêche que depuis quelques années, nos programmes, nos textes réglementaires sont construits sur la base de compétences que l'on doit faire acquérir aux élèves et dont on évalue régulièrement la maîtrise auprès des élèves. C'est l'objet même du socle commun de connaissances et de compétences et de culture pour le collège. Et parmi ces compétences, eh bien, certaines vont vers le savoir-être en classe, mais également le apprendre à apprendre.
Et apprendre à apprendre, on sait très bien que les élèves apprennent certes les discours portés par leurs enseignants, mais que dans leur façon, leur manière d'apprendre, ça passe également par des collaborations entre pairs, et que s'il y a bien des pratiques de classe qui sont particulièrement efficientes pour permettre à chacun de progresser et à chacun de développer ses compétences, c'est des pratiques de classe qui visent à développer les interactions entre les élèves. Je parlais tout à l'heure de projets, de démarches de projets qui sont inscrites dans les enseignements, SVT ou autres, hein, et ces démarches de projets donc, sont particulièrement riches pour développer des compétences chez les élèves et des interactions entre les élèves, des collaborations. Et puis ensuite, alors là, on sort un petit peu du simple cadre de l'enseignement, mais l'éducation au développement durable, la mise en place des éco-délégués, la mise en place des démarches d'établissement en démarche E3D, hein, établissement en démarche de développement durable qui fédère les équipes d'adultes et d'élèves sont particulièrement adaptés pour développer ces collaborations. Ouais. Merci Marianne Wojcik. Corinne Pelluchon, oui, rapidement. Oui, je dirais qu'il y a toujours une tension entre les notes, les examens, bien sûr, côté scolaire, et la curiosité qui est quand même au cœur de la réflexion philosophique ou scientifique et qui ne doit pas être gommée par un réflexe utilitaire ou de vérification ou par le côté trop scolaire. Alors, il faut évidemment évaluer, hein, sinon il n'y a pas de travail, il n'y a pas d'effort, ou en tout cas, bon, il faut quand même cela, mais il faut évidemment aussi s'appuyer sur l'observation, le plaisir à lire, le plaisir à changer d'avis, à se cultiver. Et ça, c'est peut-être le défi principal. Aujourd'hui, d'autant plus que dans notre système en France, c'est vrai, l'estime de soi de la personne qui apprend, que ce soit à l'école ou à l'université, n'est pas assez pris en compte. On est dans un système de compétition et qui enseigne à chacun finalement dès l'enfance à s'imposer en écrasant autrui. On voit les résultats que cela donne de manière générale en politique ou ailleurs. Donc du coup, il y a cette contradiction-là. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes de plus en plus nombreux et nombreuses à nous en rendre compte et que pour ouvrir un horizon d'espérance demain, il va falloir apprendre la coopération qui, comme toutes les vertus dialogiques liées à la discussion et civique, ne naissent pas comme ça chez l'humain, mais demandent à être développées par des échanges et par des institutions. Et je crois que l'école aujourd'hui s'en empare, ce qui est quand même déjà une bonne nouvelle, même si évidemment on est toujours un peu dans le tâtonnement. Et il ne faut pas trop normer cela. Il faut aussi s'appuyer sur la liberté de chaque enseignant. Il n'y a rien sans la liberté. Je peux témoigner bien sur... un témoignage, oui. ça reprend des éléments qui ont été dits. C'est un témoignage de terrain. Alors, je n'invente rien. Si les enseignants nous écoutent, il n'y a rien de nouveau. Hein, mais pour les non-enseignants, ça peut être intéressant. C'est le plaisir de la collaboration qu'ont les élèves à co-construire dans une séance de relevé de représentation. Dans le cas d'un EPI, je l'ai testé 10 fois sur 10 classes de 4e. À chaque fois, ça marche très bien. Toujours sur le thème savoir, croyance, opinion, les élèves ne se rendent pas compte de ce qu'ils savent collectivement, en fait, quand ils se mettent à discuter ensemble. Et le relevé de représentation collective permet de faire émerger des éléments cognitifs importants pour la distinction entre ces trois notions. Alors, simplifié, hein, 2 critères binaires, hein, bien sûr que c'est simplifié, mais c'est le ressort pédagogique de la chose pour les emmener à construire un petit tableau qu'ils construisent eux-mêmes. Et quand ils l'ont construit, ce petit tableau, avec les critères qui permettent de faire la distinction, et puis après on aborde des questions politiques, bien sûr, pourquoi les savoirs en termes de contenu ont-ils la priorité par rapport aux opinions individuelles ou aux croyances, y compris les croyances religieuses. Une fois que tout ça a été mouliné, 2 jours après, la note, elle tombe, mais dans la façon dont chacun a retenu le tableau. C'est-à-dire que comment dire, l'ensemble de l'exercice n'aurait pas été rendu possible, il n'y aurait même pas eu de note à donner ni de contenu à évaluer s'il n'y avait pas eu cette émergence collective, cette intelligence collective. Et donc la collaboration, elle a bien été active. Et puis ce qui aura été noté par la suite, 2 jours après, c'est ce que chacun aura retenu de ce tableau. Et d'ailleurs, on a 75% d'élèves, comme ils ont construit le tableau, ils le retiennent à hauteur de 75% 2 jours après. Et donc, je ne vois pas d'opposition foncière entre, là, par l'exemple que je donne là, entre un exercice collectif auquel les élèves prennent plaisir parce qu'ils sont consultés sur une question importante de la vie citoyenne et de la vie scientifique, les deux à la fois, et le fait d'être noté 2 jours après individuellement parce qu'on aura retenu ou pas. Voilà. Bon, petit témoignage humble.
Humble mais utile. Éric Giliardi, on le voit avec ce témoignage humble mais utile. La collaboration est essentielle et j'ai comme l'impression que dans la science, la collaboration, c'est une évidence. Oui, c'est une évidence. La science se construit par collaboration, par confrontation, dans des règles précises. Et effectivement, cette démarche scientifique, c'est ça aussi. C'est-à-dire qu'on est formé, on ne naît pas scientifique, on le devient. C'est un apprentissage important qui a ses règles. Et c'est, d'une certaine façon, ce que décrivait à l'instant Guillaume, l'apprentissage de ça tout petit va permettre qu'il y ait des scientifiques après. Et c'est vrai qu'il y a quelques sonnettes d'alarme qui s'allument dans notre pays où de moins en moins de jeunes se dirigent vers la science. Et de réapprendre tôt cette collaboration, cette élaboration commune, ça peut aider à faire plus de vocation. Alors, nous, en tant que scientifiques, on va dans les classes, on va montrer qu'un scientifique, c'est pas juste quelqu'un d'étrange en blouse blanche qui raconte des choses qu'on ne comprend pas, qui est souvent un terme, une image. Je pense aussi, et ça, Jean Jouzel en parlait tout à l'heure, que dans l'enseignement supérieur, dans les classes préparatoires, dans les universités, qui forment les gens qui vont prendre des décisions, de passer par comprendre ce que c'est que la recherche, la démarche scientifique, c'est vraiment important. Et en France, on a un peu une dichotomie entre les deux, ce qu'il n'y a pas dans d'autres pays où il va y avoir une culture scientifique des gens en position de décider partout dans la société qui va être important. Donc là oui, il faut travailler ensemble. Et en fait, en même temps, moi, je me rends compte depuis quelques années que je m'intéresse à l'enseignement, qu'en fait, avec les enseignants, on partage beaucoup de choses. C'est vrai que parfois, le chercheur peut sembler un peu impressionnant pour des enseignants. Oh là là, ils travaillent au CNRS ou au Muséum d'histoire naturelle. Mais en fait, comme nous qui nous retrouvons en prise avec la société, un peu tout d'un coup, les enseignants aussi naviguent sur une ligne de crête. C'est-à-dire comment partager des notions complexes, engager le débat, ça a été dit par Valérie ou Marianne, sans nier ni les défis, ni tomber dans une vision étroite de l'avenir. Et ça, c'est vraiment important. Nuancer son propos. Le débat, ce n'est pas de l'invective, c'est apprendre des autres, nuancer, c'est cette collaboration. Bien sûr, développer l'esprit critique, apprendre à écouter les autres. Et ça, c'est vrai que là, il y a sans doute une révolution en marche dans notre système éducatif. Certains pays sont plus en avance que nous, par tradition, par culture, mais moi, je pense qu'on y arrive. Et c'est vraiment une ambition commune. Et on se retrouve à se poser des questions. Nous, en tant que scientifiques, on se pose des questions sur notre rôle dans la société qui ne va pas de soi. C'est jusqu'où on va. On n'est pas là, je voyais des questions tout à l'heure. Les scientifiques n'ont pas la solution ou les solutions. D'ailleurs, on n'est même pas sûr que c'est un problème qui a des solutions. C'est quelque chose dont on doit s'emparer, un peu comme la démocratie ou les droits de l'homme. Maintenant, il y a l'environnement. Et ça doit être une préoccupation de chaque instant. Comment ça s'intègre, comment on en tient compte pour prendre des décisions. Donc c'est d'apporter aux citoyens d'aujourd'hui comme de demain ces outils pour prendre des décisions en connaissance de cause et envisager sereinement ce dont on parlait tout à l'heure, une redéfinition de ce qui porte notre vivre ensemble, notre socle commun. Je crois qu'on est vraiment là et c'est une transition, pour moi c'est vraiment la transition sans doute la plus importante. Alors ça peut faire peur, on voit des millénarismes qui reviennent, des peurs d'effondrement, certains termes d'ailleurs, là aussi les définitions ont un sens. Le mot effondrement va avoir un sens pour un écosystème, justement, un récif corallien ou des écosystèmes locaux. Globalement, ça n'a pas de sens, ça n'a pas de définition scientifique, on en parle beaucoup, mais c'est voilà. Donc, l'idée, c'est vraiment, pour moi, c'est de se projeter positivement vers un avenir commun. Et ça, c'est moi, mon engagement en tant que scientifique, et de trouver cette ligne de crête. Et je pense aussi que c'est l'engagement de plus en plus d'enseignants, à la fois de s'engager, mais sans devenir un militant, mais sans nier les défis que ça pose. Et c'est là où on a besoin de travailler ensemble. Alors c'est une responsabilité, parce que clairement, de faire le pas, et on se pose des questions en tant que scientifique, de sortir du laboratoire, ça ne va pas de soi. C'est une responsabilité, il y a une éthique qui doit l'accompagner. Et c'est la même chose pour les enseignants, mais c'est aussi un défi absolument passionnant. Oui, et il y a juste la question, pardon, et je la pose et vous rebondirez juste après Guillaume Lecointre, la question de la neutralité également de l'enseignant. Jusqu'où l'enseignant doit être dans sa posture neutre, ou jusqu'où il peut s'engager, jusqu'où il peut passer les
Voilà. C'est pas évident. Alors, je vous laisse réagir et après Guillaume. Je réponds juste là-dessus et puis Guillaume prendra la suite. Il m'a fallu du temps, moi, sans doute une quinzaine d'années d'intervention grand public pour accepter que dès que je sors de mon laboratoire et que j'interviens, je ne suis pas neutre. La neutralité, ça n'existe pas. C'est un engagement, il faut le reconnaître, il faut dire pourquoi. Moi, je m'engage en dehors de mon laboratoire, dans l'enseignement, dans aider à l'enseignement, parce que je voudrais réduire les tensions et souffrances humaines des prochaines décennies. C'est ça qui me porte. Et je suis, en tant que citoyen, et en restant à ma place, j'ai un rôle. Mais de dire pourquoi on s'engage, c'est aussi reconnaître que la neutralité n'existe pas, même si, par contre, la démarche scientifique, elle, apporte des faits objectifs sur lesquels on peut s'appuyer. Mais c'est vraiment, il y a une distinction importante. Et voilà, moi, j'invite vraiment les enseignants à s'emparer de ça, de se dire, je ne serai pas neutre, je le sais, mais justement, de montrer à voir qu'on n'est pas neutre, de dire, il y a un débat, moi, j'arrive avec mes valeurs, vous, élèves, vous avez peut-être d'autres valeurs, on discute ensemble pour élaborer un projet commun. Ça revient à votre mot de début, pas de panique. Guillaume Lecointre, oui. Oui, plusieurs choses sur lesquelles je voulais rebondir dans ce qu'a dit Éric. Cette neutralité vis-à-vis des savoirs, elle reste capitale à mettre en avant. Pourquoi ? Parce que si je donne 3 gros clichés qui peuvent traîner, j'ai pratiqué pas mal de publics et en certains lieux, les scientifiques, soit ils sont vendus au capitalisme, soit les scientifiques, on ne les comprend pas. Soit les scientifiques qui ne sont jamais d'accord entre eux. Donc il y a ces 3 clichés qui reviennent régulièrement. Et une des raisons pour lesquelles nous avons des valeurs communes profondes avec le corps enseignant, c'est que nous, les scientifiques, on est payés par un État redistributeur de richesses pour garantir la fiabilité d'un contenu de connaissances. Vis-à-vis de ces connaissances-là, nous devons être neutres, précisément. C'est un devoir. Les enseignants, eux, de leur côté, sont payés par l'État donc pour transmettre ces savoirs. Et ce n'est pas très surprenant, finalement, que nous soyons... c'est même naturel, cette connexion qu'Éric évoquait, cette connexion, elle me semble naturelle. Moi, j'ai toujours fait ma carrière en travaillant avec les enseignants parce que c'est par eux que je pense que mon utilité professionnelle rencontre son utilité sociale, en quelque sorte. Donc il y a une continuité. Scientifique et enseignant, on fait presque le même métier, j'ai envie de dire. Par contre, pour la question de la neutralité, je comprends ce que dit Éric. En effet, en tant qu'individu et dans les interactions sociales et la position sociale que nous avons, bien sûr que nous ne sommes pas neutres. Donc il y a la couche superficielle des interactions sociales qui font que nous nous positionnons à un moment donné dans un contexte social donné, et ce qui peut donner l'impression que cette neutralité elle est illusoire. Néanmoins, comme on a la charge de garantir la fiabilité d'un contenu de connaissance, nous ne devons pas, en quelque sorte, notre vigilance, elle doit se placer sur ne pas trahir les savoirs que le collectif professionnel qui est derrière nous, sur les épaules desquelles nous sommes assis, finalement, ne pas trahir la connaissance générée par le collectif professionnel. Donc neutralité à l'égard des savoirs, mais peut-être pas neutralité, en effet, à l'égard des interactions. Donc il y a le jeu des casquettes. J'appelle ça le jeu des casquettes. Quand on dit quelque chose dont on a conscience qu'elle relèverait plus de notre opinion, il faut prévenir les gens. Et puis quand ce que l'on avance est étayé par des articles scientifiques collectivement validés, eh bien, on parle au nom de son institution. Voilà. Avant de me tourner vers vous, Marianne Wojcik, je voudrais qu'on entende Corinne Pelluchon également sur cet aspect de neutralité, peut-être. Oui, merci. Alors, je dirais qu'il y a 2 écueils. Le premier, c'est de penser que les vérités sont dans le ciel des idées absolues, définitives, et l'autre, c'est tout se vaut, donc rien ne vaut. Tout est un relativisme où il n'y a pas du tout d'outils pour distinguer entre les idées, leur qualité, et donc il y a le rapport à la vérité. Même s'il n'y a pas, nous ne possédons pas la vérité, il y a un rapport à la vérité qui commande la démarche scientifique, le travail philosophique, dont les certitudes sont beaucoup plus fragiles. Mais donc du coup, et ça engage toute cette démarche dont nous parlions. Ensuite, il y a effectivement les sujets qui nous intéressent sont aujourd'hui en particulier, mais ils l'étaient aussi hier, associés à des enjeux essentiels, urgents et vraiment
actuellement reconnus dans la cité. Donc, mais là, il y a un travail pour justement faire un pas de côté et ne pas, quand on a une parole publique, imposer ses points de vue. C'est comme lorsqu'on passe de l'éthique à la politique suppose la pluralité, le pluralisme, l'égalité morale des êtres, la divergence des intérêts et des constructions. Alors là, il y a un travail à faire pour essayer de penser, parfois contre soi et surtout avec les autres, afin d'instituer éventuellement des normes, quand il s'agit de la décision, qui peuvent avoir une validité, comme disait Habermas, qui peuvent être reconnues comme universalisables, non pas universelles, comme si elles étaient définitives et indépendantes d'un contexte, mais comme ayant une qualité, une fécondité, pouvant apporter quelque chose à un moment, à une société. Donc là, il y a vraiment ce travail, cet équilibre difficile entre l'universalisme et le contexte. Et, voilà. Et ça, je crois que c'est une question de déontologie, de justice et de justesse. Quand on a une parole publique, si on arrive avec des positions qui peuvent être très fortes, eh bien, en les balançant, excusez-moi l'expression, et sans... c'est toujours un exercice de domination, une manière d'écraser autrui. Au contraire, on peut tout à fait les exprimer en toute transparence, essayer d'argumenter, et surtout quand elles sont un petit peu révolutionnaires, la philosophie toujours un peu comme ça, eh bien, enfin, en tout cas, quand elle, je crois, eh bien, essayer de faire bouger autrui, qu'en soi, on a beaucoup bougé, mais il y a l'argumentation, s'adresse à l'intelligence d'autrui, on sublime ses intérêts en argument, au lieu de rester collé à soi, où c'est toujours le cher-moi et la domination qui parle. Et ça, je crois que c'est vraiment une question d'éthique. Si l'éthique a un sens, ce mot est galvaudé, c'est justement dans cette manière-là d'être avec les autres et de viser des institutions justes. Excusez-moi, je suis en train de relire Ricoeur actuellement et donc je le plagie un peu. Marianne Wojcik, sur ce thème de la neutralité, sur ce thème de l'engagement, où se situe vraiment la frontière, l'équilibre, vous qui êtes inspectrice pédagogique régionale de sciences de vie de la Terre et de la Terre à l'Académie de Nancy-Metz, comment vous vous situez par rapport à ça? Alors, je vais me situer comme ça a déjà été dit, c'est-à-dire qu'un enseignant a une déontologie qui fait qu'il ne doit pas être un militant. Et ça, sur les thématiques d'éducation au changement climatique, etc., c'est pas toujours très simple, en éducation au développement durable, de rester neutre, de se contenter finalement de donner, d'énoncer des faits, d'expliquer aux élèves quels arguments peuvent être énoncés, quels sont parmi ces arguments ceux qui sont recevables par rapport aux autres, sans prendre position soi-même. Je ne sais plus qui parmi vous parlait d'être toujours sur le fil, d'être sur un sommet et puis d'être obligé de garder un certain équilibre. N'empêche que ça fait partie de la mission de l'enseignant, ça, de rester neutre et de ne pas transmettre ses opinions, mais bien des savoirs étayés, ceux inscrits dans les programmes rédigés par le CSP, par exemple. Béatrice Salvia, justement, sur le Conseil supérieur des programmes, comment parvenir à rester le plus possible neutre dans l'élaboration de ces programmes? Donc, pour rester le plus neutre possible, eh bien, en effet, il n'est pas question du tout de... Vous m'entendez? On vous entend bien, Béatrice Salvia. Très bien, très bien. Donc, il n'est surtout pas question de prendre parti, évidemment, mais de proposer des sujets qui sont ancrés scientifiquement. Par exemple, on a parlé tout à l'heure de distinguer ce qui relève d'une croyance et ce qui relève d'un savoir scientifique. On essaye aussi de travailler sur les relations de corrélation qui ne sont pas forcément des relations de causalité. On essaye aussi d'identifier par l'histoire des sciences et des techniques comment se construit un savoir scientifique, c'est-à-dire comment on peut accéder aux procédures de validation qui font qu'un savoir acquiert un statut scientifique et non une opinion. Et puis, on essaye aussi d'identifier les sources, on propose d'identifier les sources d'une information scientifique solide et vérifiée. Voilà, on essaye d'apprendre aussi aux élèves à formuler une question ou un problème scientifique,
à proposer des hypothèses, à concevoir des expériences et à les tester, à utiliser des instruments d'observation, à interpréter des résultats et à tirer des conclusions. Donc, également à communiquer sur les démarches en argumentant. Et ce n'est pas une éducation, et ça depuis de très nombreuses années, qui vise à proposer des choix, mais qui vise au contraire à proposer tous les éléments alors le plus objectif possible qui permettront ensuite aux élèves de faire des choix et d'avoir des idées qui leur sont personnelles, mais qui... Alors, évidemment, c'est difficile, mais en tout cas, comme le rappelait Guillaume aussi, c'est l'État qui prend en charge tout ça et bon, le professeur doit avoir aussi une attitude, une posture vis-à-vis de ses élèves qui soit telle qu'il ne doit pas donner ni ses orientations religieuses, ni ses choix personnels. Voilà. Merci Béatrice Salvia. Une question d'un internaute pour vous, justement. Où en sont les recommandations, les nouveaux enseignements relatifs au DD ont-ils été publiés au journal officiel? Alors, alors là, par contre, il a fallu un peu plus de temps parce qu'entre le moment où le CSP a publié sa note, qui était sur son site en décembre 2019, les programmes ont été modifiés à la lumière de ces orientations en juillet 2020. Donc, il a fallu un travail de la DGESTO pendant 6 mois. Mais la plupart de ce qui avait été proposé a été intégré donc dans les nouveaux programmes. D'accord. Et dans toutes les disciplines, ce qui est important à rappeler, y compris en français, ou même dans ces disciplines littéraires, on va inciter les enseignants à apporter aux élèves un rapport à la nature. Pour ne pas le citer, par exemple, L'homme qui plantait des arbres de Jean Giono, est un excellent exemple de ce que le fait de modifier la biodiversité peut apporter sur le climat. Alors, c'est une œuvre d'imagination, bien sûr, mais justement, ce travail aussi de lien entre l'imaginaire et le réel est très important à faire dans toutes les disciplines, je le rappelle, et pas seulement en SVT. Oui, ou dans les matières scientifiques. Je suis ravie que les SVT prennent une importance de plus en plus grande, car ce qu'elle enseigne, en fait, ne l'était qu'à un petit nombre d'élèves, mais depuis très très longtemps. Au début des années 2000 aussi, on enseignait le changement, l'histoire plutôt du climat. On essayait de la paléoclimatologie, le lien entre les espèces et le climat. Voilà. Merci Béatrice Salvia. Alors, il y a beaucoup de questions, vous êtes nombreux à poser des questions, toutes les questions auront des réponses. C'est un engagement que je prends à la place de Météo Climat, mais je crois savoir qu'ils vont vraiment y répondre. Il y aura tout un espace sur le site météoclimat.fr avec une sorte de grande foire aux questions, avec des réponses. Il y a des questions très concrètes, très directes. Peut-on avoir le lien vers cette note du CSP? Oui, vous l'aurez. Avez-vous publié, Corinne Pelluchon et Guillaume Lecointre, avez-vous publié des articles qui nous permettraient d'approfondir les thématiques passionnantes que vous avez abordées dans vos interventions? Bon, en 10 secondes chacun. Parce que oui, on va leur donner les réponses. Oui, alors moi j'ai publié un livre qui est un recueil d'articles assez accessible, plus accessible que ce que je fais d'ordinaire. Donc Réparons le monde, humain, animaux, nature, et on trouve des clés sur ces sujets qui peuvent, je pense, éclairer donc plusieurs personnes. Pour ma part, Savoir, opinion, croyance chez Belin Éducation, qui me permet, par rapport à ce que Béatrice a dit, de témoigner d'une inquiétude du scientifique. Et pour rebondir ce qu'a dit Eric tout à l'heure, et c'est le début de son propos, au moment où, depuis à peu près 6-7 ans, les enseignants de sciences de la vie et de la terre témoignent d'une recrudescence de posture de la part d'élèves de collège qui consiste à contester le contenu même du savoir enseigné dans l'espace de la classe. Au moment où ceci se produit, d'abord, nous produisons en effet des pensées et peut-être même des outils qui permettent d'épauler les enseignants de manière à ce qu'ils puissent y répondre de manière laïque et rationnelle. Mais surtout, c'est à ce moment-là précisément
que, suite à la réforme dont Béatrice a parlé, il devient possible à des élèves après la seconde de ne plus du tout entendre parler de sciences de la vie et de la Terre s'ils ont choisi une combinaison de disciplines en première et en terminale qui les en dispense. Parce qu'il y a une stratégie, il faut être productif en gros, il y a une stratégie pour plus tard. Il ne m'appartient pas de juger quelle est la stratégie qui est en amont, mais moi ce qui me préoccupe c'est de me dire toute une fraction d'élèves qui auront décidé de ne plus avoir de SVT après la seconde n'aura plus de SVT. Alors que les enjeux climat, précisément, nous incitent à mettre les SVT au devant de la scène. L'importance des SVT, Béatrice en a parlé, pour des raisons sanitaires, pour des raisons médicales, une immunité collective, alors qu'elle soit naturelle ou qu'elle vienne de la vaccination, elle dépend en partie de l'engagement de chaque citoyen à bien vouloir se faire vacciner. Et comprendre rationnellement pourquoi c'est important, ça dépend d'un cours de SVT qu'on aura eu dans sa jeunesse. Enfin, je ne vous fais pas de dessin, mais les SVT, dans ce qu'on mange, dans ce qu'on fait, dans les pratiques sexuelles et même les pratiques sociales, les SVT ont des choses à dire. Et je voudrais terminer par un plaidoyer pour les SVT, excusez-moi. Mais... Non, mais je trouve ça bien de finir par ce plaidoyer. Marianne Wojcik, forcément, je me tourne vers vous aussi. Ce plaidoyer, vous le rejoignez complètement ? Ah bah tout à fait, merci Guillaume. Parce que comme, pour ne rien vous cacher, on a échangé évidemment avant avec Éloi et j'avais dit c'est pas à moi de dire ça, hein, c'est pas à moi. Mais j'avais pas prévu que ce serait Guillaume qui le dirait. Voilà. J'ai pas fait exprès. Effectivement, hein, on voit se réduire les heures d'enseignement de SVT et il peut y avoir des élèves qui ne font plus de SVT au sens strict à partir de la fin de la seconde. Bon, je nuance un tout petit peu, il y a quand même l'enseignement scientifique qui concerne tous les élèves dans le tronc commun en première et en terminale, avec une grosse partie sur le climat, notamment dans le programme d'enseignement scientifique en terminale, mais alors avec beaucoup d'écueils, parce que c'est un enseignement réduit, 2 heures par semaine, qui est assuré par 3 enseignants de 3 disciplines, mathématiques, physique et SVT, pour 2 heures par semaine, avec souvent des conditions pas faciles, des élèves à 35 dans une salle, rarement la possibilité d'accéder à du matériel ou à des manipulations, alors que justement, le cœur de l'enseignement des sciences, c'est aussi un enseignement manipulatoire, donc avec de grosses difficultés d'enseignement, mais un programme qui se veut ambitieux et qui se veut pouvoir donner des bases scientifiques à tout citoyen de demain, notamment pour ce qui est des thématiques liées au climat. Après, oui, l'enseignement des SVT, avec la réforme régresse. Alors j'ai pris les chiffres d'une note de la DEP, Direction de l'évaluation de la prospective et des performances. Les élèves en première prennent majoritairement la triplette mathématiques, physique et SVT. En terminale, ils sont beaucoup moins nombreux à conserver les SVT, vu qu'à peine la moitié des élèves conservent un enseignement de spécialité en SVT pour ces élèves qui choisissent une dominante scientifique. Je ne parle même pas des autres qui n'ont plus du tout de sciences dans leur tronc commun. Merci Marianne Wojcik. Guillaume Lecointre, un tout dernier mot, il nous reste vraiment très peu de temps. Non, un tout dernier mot, au point que cette inquiétude dont je parle, c'est pas seulement la mienne. Toute une série d'institutions publiques, des académies, des associations scientifiques, des sociétés savantes se sont réunies dans une fédération qui s'appelle BioG et qui d'ailleurs inclut aussi une association d'entreprises privées mais qui travaillent sur l'environnement, sur des aspects de l'environnement. Cette fédération BioG, précisément, s'est constituée suite au dernier remaniement des programmes de lycée pour promouvoir les SVT dans la citoyenneté de demain. Merci Guillaume Lecointre. Pour finir, Éric Gagliardi. Je voulais continuer sur la question des ressources pour les enseignants et encore de renvoyer vers le site de l'OCE, donc oce.global, c'est très facile. Là, vous trouverez énormément de ressources qui ont été faites autour du changement climatique, en s'appuyant sur le rapport du GIEC, des résumés des rapports du GIEC anciens. On en reparlera dans la journée, mais je voulais mentionner ça. Et c'est vraiment important. Il y a des ressources, mais il y a aussi des formations, il y a des communautés de pratique. L'idée, c'est vraiment il y a des ressources pour vous, enseignants. Il faut vous en saisir. Allez-y, elles sont là.
Merci beaucoup, merci. Le temps nous a manqué, nous avons ouvert énormément de fenêtres, on en a fermé assez peu, et tant mieux, continuons de les questionner. Merci à vous, Marianne Wojcik, merci Béatrice Salvia, vous étiez en direct, merci. Alors, on va se retrouver tout à l'heure à 14h pour une grande après-midi de dialogue. Quel défi pour la mise en œuvre de l'enseignement de ces savoirs? Puis, pourquoi former des citoyens engagés? Nous aurons une conclusion avec Pierre Léna, une clôture avec Jean-Michel Blanquer. Bref, la journée est loin d'être terminée. Allons tous prendre des forces, où que nous soyons, et à tout à l'heure.